Il y a d'autres survivants? Vous avez tenté d'envoyer un signal de détresse? Ou faire un feu plus gros? Vous sortir de là? Ça devrait être ça votre priorité, pas de jouer à la dinette devant un feu de camp. Vous vous rendez compte que vous seriez mort en fait? Ouais, et comment ça se serait fini pour vous? Vous voulez partir à la chasse aux sangliers? Linda de la comptabilité. Du service stratégie et planification pour être exact. Vous savez chasser? J'y prends goût, je crois. Maintenant, je suis un atout pour l'entreprise. Personne viendra te sauver. À partir de maintenant, c'est comme ça que ça se passe. On n'est plus au bureau, Bradley. T'es coincé sur cette île, avec une chef odieuse sur le dos. Alors ne prends plus jamais ma gentillesse pour de la faiblesse. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast sur le cinéma horrifique. Et c'est enfin l'heure de parler de Sam Raimi dans le podcast. On tournait beaucoup autour du pot depuis les débuts de l'émission en 2023. On a fait des épisodes sur le Evil Dead Rise de Lee Cronin, le Evil Dead de Fede Alvarez, mais on n'a jamais eu, étrangement, le temps et l'occasion d'évoquer ce grand malade qu'est Sam Raimi. Alors faut-il vraiment vous présenter Sam Raimi, réalisateur de génie qui a secoué le cinéma d'horreur avec la légendaire trilogie Evil Dead, l'excellent Darkman, l'excellente trilogie Spider-Man, le très fun Jusqu'en Enfer et le Doctor Strange 2 quoi, bon bah voilà quoi, on réussit pas à tous les coups, mais justement Doctor Strange 2 était son dernier film en date et on espérait un retour en force pour faire passer cette mauvaise phase de sa carrière. Et voilà que débarque en salle Send Help, à l'origine un film que Sony voulait produire et distribuer pour le balancer directement en pâture aux plateformes de streaming, ce qui n'a pas du tout plu à Sam Raimi qui a décidé d'emmener son film ailleurs, chez 20th Century, qui eux lui ont promis une sortie en salle, et c'était en effet une bonne idée parce que Send Help cartonne au box-office actuellement. Dans Send Help, Linda, interprétée par Rachel McAdams, employée modèle mais qui a du mal à se faire apprécier par ses pairs et qui se laisse beaucoup trop marcher dessus par ses collègues, accompagne son patron, un énorme connard nommé Bradley, joué par Dylan O'Brien, dans un vol vers Bangkok pour le boulot. Mais pas de chance, l'avion s'écrase sur une île où ils sont les seuls rescapés du crash. Linda possède de sérieuses compétences en survie, ce qui signifie qu'elle est le seul espoir de Bradley pour rester en vie. Sauf que ils n'arrivent pas à s'entendre et la colocation forcée va vite devenir infernale et surtout bien sanglante. Évidemment, la perspective d'un nouveau film d'horreur bien crade de Sam Raimi sur le papier, ça nous enchante évidemment. Mais reste à voir si l'exécution s'est passée pour l'équipe. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes avec Mylène. Salut! Mathieu. Bonsoir. Dario. Hello. Et moi-même, Romain. Amélie n'est pas là, et Lily avait très envie de venir, évidemment, puisque c'est une énorme bandeuse de Sam Raimi. Elle est dans le train, elle nous enverra un message audio pour la fin du podcast, quand même, parce qu'elle tenait à faire son tunnel, elle nous a forcé. Et donc, voilà. Alors, il y aura quelques spoilers, on va pas faire de version sans et avec spoil, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à spoiler, à part le dernier acte qu'on va essayer de garder sous scellé, s'il vous plaît, sous scellé, plutôt. Mathieu, toi qui du coup vois la carrière de Sam Raimi grandir depuis des années, comme t'es le plus vieux, t'étais forcément content de voir Sam Raimi revenir, j'imagine. Ouais, très content parce que c'est un de mes réalisateurs préférés, mais là pour le coup, ce film-là il est un petit peu à part, dans le sens où, contrairement aux autres films de Sam Raimi que j'attendais vraiment depuis le premier moment où j'avais des informations sur le film en question, celui-ci, j'ai vu la bande-annonce il y a très peu de temps, et j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas forcément plus que ça, ce qui fait que j'y suis allé pas forcément avec la même attente que celle que j'ai pu avoir par le passé. J'étais surtout curieux du résultat, et pour moi
Sam Raimi, comme tu l'as dit, c'est un réalisateur culte, c'est un réalisateur dont la patte est immédiatement reconnaissable, mais c'est aussi une espèce de bon petit soldat qui, quand il se retrouve à devoir faire des commandes pour des gros studios, arrive quand même à se dépatouiller pour livrer un produit qui est quand même un petit peu mieux que ce qu'il peut y avoir si on le compare en fait à d'autres réalisations de Yes Man ou quoi. Enfin, Le meilleur Doctor cas, Strange c'est 2. Doctor Strange, ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est pas le meilleur film du monde, c'est pas le meilleur Marvel, mais ça reste bien au-dessus de pas mal de merde en fait qui sont dans le MCU quoi. Surtout qu'à l'époque, Doctor Strange 2 est sorti juste après Spider-Man No Way Home, qui a beau s'être mangé le Covid dans la gueule, donc il y a eu une production compliquée, mais du coup on enchaînait un film de John Watts à son meilleur avec un film de Sam Raimi à son pire. Et c'était spectaculaire parce que Sam Raimi, même peu motivé et en mode vendu, mettait une énorme branlée à John Watts, quoi. Moi, j'ai passé un pur moment. Hein. Il y a une scène hommage à The Craft dans Doctor Strange 2 et j'étais très contente. Voilà, c'est exactement ce qu'on dit, c'est terrible. Mais Fabien Moreau, il aime Doctor aussi, hein, Strange 2. voilà. C'est pas une raison. Ah non, c'est pas une raison. Doctor Strange 2, c'est pas un mauvais film en soi, mais si on le compare aux autres films de Sam Raimi où vraiment il a les coups des franges pour faire ce qu'il veut, bah c'est un petit peu le jour et la nuit quoi. Voilà. Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il se retrouve à la tête de blockbusters pour lesquels en fait on lui met un petit peu des bâtons dans les roues, il revient systématiquement à ses premières amours, c'est-à-dire la série B. Et pour moi en fait, il est jamais aussi bon que quand il a des petits budgets et une liberté totale dans ce qu'il fait quoi, dans ce qu'il entreprend. Et donc quand je suis allé voir Send Help, je me disais chouette, c'est un retour de Sam Raimi à la série B après 2 films pour le compte de Disney quoi, qui avait de très bonnes choses dedans, mais qui étaient quand même des petites déceptions quoi. Et plus j'avançais dans l'histoire de Send Help, et plus je me disais putain mais est-ce que ça serait pas une espèce de métaphore à peine voilée de sa condition de bon petit soldat qui obéit au patron et qui là en a un petit peu marre et décide de leur montrer à quel point bah lui en fait il sait tout faire tout seul à partir du moment où en fait on lui fait confiance et on lui fout la paix quoi. Donc je me suis dit il y a peut-être une espèce de parallèle à faire entre le personnage de Linda qui est une débrouillarde, qui est une geek, qui est un petit peu dans son coin, mais qui en même temps est au top en fait à tous les niveaux, et Sam Raimi lui-même qui a galéré pendant des années pour monter les échelons, pour se faire une place en fait à Hollywood, mais à chaque fois qu'on lui a mis quelque chose dans les mains, au bout d'un moment, on lui a retiré le truc en mode non, tu sais pas, Spider-Man 1, ok ça a cartonné, le 2 il a cartonné aussi, on va t'expliquer comment faire le 3. Et là, ça a merdé. Et ce truc-là, on peut l'appliquer aussi quand il s'est retrouvé à la tête de Doctor Strange. En fait, Sam Raimi, c'est la personne à qui on doit la deuxième explosion de films de super-héros au cinéma. La première étant le Batman de Tim Burton, enfin non, le Superman puis le Batman de Tim Burton au début et à la fin des années 80. Mais quand la vague de super-héros a repris à la fin des années 90, début 2000, c'est vraiment avec Spider-Man que ça a cartonné quoi. Et donc, quand il se retrouve à la tête de Doctor Strange 2, les mecs à la prod derrière étaient là à lui dire non, nous on sait comment ça marche, c'est pas toi qui est à l'origine de notre travail qui va nous expliquer. Enfin, il y a un truc que je trouve totalement aberrant. Bien sûr, non mais c'est vrai, oui. Donc là, il y avait quelque chose que je trouvais assez amusant dans le fait de voir un personnage qui aurait pu être une espèce de métaphore, enfin, ou en tout cas dont le parcours était plus ou moins celui de Sam Raimi, quoi. Et j'ai eu l'impression d'une espèce de petite vengeance personnelle où en fait on a un personnage qui peut être une espèce de Sam Raimi qui se venge de tous ces patrons complètement cons qui en fin de compte, ne savent pas faire grand-chose de leurs 10 doigts et mettent un petit moment à se rendre compte que c'est la personne en face d'eux qui prenait en fait pour une imbécile, qui est la plus compétente, quoi. Voilà. Après, est-ce que pour autant il a envie de massacrer tous les dirigeants de la Fox ou de Disney? Je suis pas sûr. Mais là où j'ai commencé un petit peu à déchanter, c'est que je me suis rendu compte que au-delà de ce petit parallèle qui est amusant mais qui va pas forcément non plus très loin, le film était surtout une espèce de décalque inversé de Jusqu'en Enfer. Jusqu'en Enfer pour moi c'est son dernier vrai grand bon film. Il y a de très bonnes choses en fait dans le monde fantastique d'Oz, mais c'est pas un film que je revois forcément tous les 4 matins quoi. Alors que Jusqu'en Enfer c'est vraiment un film que j'adore parce que vraiment c'est du Sam Raimi pur et dur. Et là je me suis vite rendu compte que on était un petit peu sur le même principe. C'est-à-dire que le point de départ est identique.
Dans les deux cas, on a une femme qui occupe un poste dans une grosse boîte, dans Jusqu'en Enfer, c'est une banque, et qui convoite une place un petit peu au-dessus. Et c'est le patron de la boîte qui va le lui refuser, mais qui va peut-être le lui accorder si jamais elle se plie en fait à ses exigences, et il va devoir en fait lui imposer quelque chose que elle ne veut pas faire. Mais elle va finir en fait par accepter ce truc-là, donc se soumettre à son patron, et à partir de là, les emmerdes vont commencer. Et quand je me suis rendu compte de ce truc-là, je me suis dit, tiens, c'est plutôt intéressant dans le sens où effectivement, moi, j'avais adoré Jusqu'en Enfer. Là, on est sur quelque chose d'inversé, quoi. On part du même point de départ, mais il y a une différence au niveau de l'écriture des personnages. C'est-à-dire que là où le personnage de Christine dans Jusqu'en Enfer subissait totalement ce qui lui arrivait par la suite, c'est-à-dire les 3 jours qu'elle passait en fait à subir les assauts du Lamia, elle ne faisait que se faire taper, que se faire vomir dessus, que subir quoi. Et à l'inverse, on a le personnage de Linda qui là ne subit pas, mais qui inflige. Et du coup, elle inflige tout ce que son patron lui infligeait en fait par le passé, et elle va se servir de ça en fait pour inverser la situation et passer de personnes soumises à personnes qui dominent. Je trouvais ça plutôt intéressant, mais hormis ça, j'ai pas forcément vécu le même ride qu'avec Jusqu'en Enfer. Dans le sens où les scénaristes qui se sont occupés de l'histoire de Help, c'est les gars, si je dis pas de bêtises, qui sont occupés du scénario de Freddy contre C'est Jason, ça. de Vendredi 13 et de Baywatch. Oui, Donc c'est pas forcément les mecs les plus je vois les pas de plus quoi fins tu parles, en matière Mathieu. d'écriture. Freddy contre Jason, c'est si fin. Mais oui. Mais j'ai l'impression que c'est surtout des espèces de fanboys quoi, qui écrivent en fait l'histoire qu'ils aimeraient avoir. Et là, on a une espèce de best-of de ce qu'a pu faire Sam Raimi par le passé, c'est-à-dire ouais Jusqu'en Enfer, mais inversé quoi, avec tout ce que ça comporte de scènes de sadisme, de fluides corporels qui sortent par geyser, voilà tu vois. Et c'est très plaisant en fait sur le moment, mais je suis pas certain que ce film reste parmi les plus grands films de Sam Raimi. Il y a moins ce côté ride, montagne russe qu'il pouvait y avoir dans ses précédents films, même si quand le film pète un câble, c'est très bien fait, c'est très maîtrisé. Mais malgré le fait que tu retrouves beaucoup de choses que t'attends en fait d'un film de Sam Raimi, on retrouve en fait ces plans avec la caméra qui fonce à travers la forêt, mais là c'est purement fonctionnel. Il y a pas de dinguerie en matière de mise en scène. Il y a pas de plan complètement fou comme à l'époque d'Evil Dead ou même plus récemment de Spider-Man 2, tu t'extasiais devant la prouesse technique. Tu disais mais putain mais comment est-ce qu'il a fait ce truc-là? Comment est-ce que c'est possible de faire un plan pareil et surtout comment est-ce qu'il a eu l'idée? Là tu retrouves pas ce genre, enfin tu retrouves plus ce genre de plan et le fameux plan que tout le monde attend avec la caméra qui fonce à travers la forêt, c'est juste un plan fonctionnel, c'est juste un POV en fait d'un animal. Donc la caméra est placée à hauteur un petit peu au-dessus du sol, donc à hauteur des yeux de l'animal en question. Et en fait, c'est juste, elle avance. Enfin, il y a rien de. C'est là pour être là, en fait. Voilà, les moments où ça doit saigner un petit peu, ça saigne, mais c'est pas non plus des hectolitres. C'est pas non plus la scène où la méchante dans Jusqu'en Enfer est placée au-dessus de l'héroïne et lui vomit des tonnes et des tonnes d'asticots à la tronche. Là, c'est un petit peu plus léger. Il y a du vomi, effectivement, mais si on compare Jusqu'en Enfer et son film contraire, donc Help, moi j'étais en droit d'attendre plus en fait. Or là j'ai moins. Et c'est ce qui me gêne un petit peu avec ce truc-là, c'est que j'ai l'impression que alors qu'il aurait dû mettre les potards à 300%, en fait, il s'est un petit peu assagi. Le fait qu'il soit passé de 2 blockbusters consécutifs à de la série B, moi j'attendais vraiment à ce qu'on revienne à un truc un peu vénère, quoi. Or là, on a une espèce de détournement des codes des émissions genre Koh-Lanta, Survivor, ce genre de trucs. Et ça promettait une espèce de bain de sang, quoi. Ça promettait un truc assez vénère. Alors, il y a beaucoup de films, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, qui ont cette histoire très cliché d'un couple en fait qui se retrouve naufragé sur une île déserte et les deux se détestent et puis au bout d'un moment ils se rapprochent, ils finissent dans les bras l'un de l'autre, tout ça. Là, avec Sam Raimi, on sait que ça va être exactement le contraire, mais malgré ça, je trouve le film relativement timide, ce qui est un comble pour du Sam Raimi. Tous les effets un peu dingues avec la caméra, c'est des trucs qu'on a déjà vu par le passé. Son jumpscare, il est sympathique, mais moi, j'ai pas bougé du tout sur mon... Enfin, c'est effet zéro. Et même la fin, qu'on ne spoilera pas, malgré tout le cynisme en fait qu'on peut y déceler, je la trouve
encore une fois, relativement prévisible, là où celle de Jusqu'en Enfer était juste tétanisante. Voilà. Pour moi, c'est un film en fait qui est sur des rails. Ça a beau être des montagnes russes, c'est des toutes petites montagnes russes. C'est une petite déception. Après, ça n'enlève rien à la qualité de la mise en scène. Enfin, Sam Raimi n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Enfin, vraiment, Bien sûr. j'ai pas vu de souci en fait à ce niveau-là. C'est juste que le ride promis n'est pas à la hauteur de mes attentes. Et c'est absolument pas lié aux acteurs qui sont absolument parfaits. Rachel McAdams, j'ai vu, je pense, 3 films dans ma vie avec elle, parce que je suis pas forcément très comédie romantique, mais à chaque fois que je la vois, elle joue parfaitement. C'est le cas encore une fois ici. L'écriture, elle est à la fois fine et en même temps pas trop. Enfin, c'est un film qui est très plaisant sur le moment, mais qui s'oublie relativement rapidement et qui, à mon sens, restera un film mineur dans la carrière de Sam Raimi, dont j'attends surtout maintenant ce qu'il va faire après, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, Dario pense l'inverse. Dario, tout à l'heure, m'a surpris dans l'ascenseur et m'a dit, mec, moi j'ai adoré. Bah ouais, moi je trouve ça vraiment cool. Je pense que mes attentes vis-à-vis d'un nouveau film de Sam Raimi sont pas les mêmes que Mathieu. Parce que moi je suis un petit peu plus jeune que Mathieu. Je suis désolé, on le dit à chaque fois, hein, mais moi Sam Raimi je l'ai découvert avec Spider-Man quand j'étais petit, quoi. Moi j'ai pas du tout les mêmes attentes, mais j'avoue que moi j'ai vraiment kiffé. T'as parlé de ride, Mathieu. Pour moi le film c'est totalement un ride où tout fonctionne plutôt bien, tout s'imbrique plutôt très bien. Je sais pas, moi j'aime bien j'aime bien Sa Majesté des Mouches, et pour moi il y a un côté Sa Majesté des Mouches. Donc bon, j'imagine que vous connaissez, je vais vite fait résumer pour ceux qui connaissent pas le livre. C'est un livre qui est sorti en 54. En fait ça fait un peu partie des livres entre guillemets pour enfants qui sont censés dénoncer une violence sociétale. Dans le même style, il y a aussi Watership Down, ou les Garennes de Watership Down, où il est sorti un peu plus tard, mais c'est un peu cette ambiance-là. Et du coup, pour Sa Majesté des Mouches, c'est du coup l'histoire d'enfants qui se retrouvent coincés sur une île, et leur vie sur cette île, ça devient une parabole de la violence. Et Goldin nous dit que en fait, c'est quelque chose d'inhérent à l'espèce humaine, quoi. Puisqu'au bout d'un moment, dans cette communauté d'enfants de 8-10 ans, je rappelle, il y a une guerre civile qui éclate, ils finissent par se chasser les uns les autres et il y a des morts, quoi. Alors que c'est des enfants de 8 ans. C'est un peu hardcore. C'est un peu hardcore, et il y a même un clin d'œil à Sa Majesté des Mouches dans le film, puisque dans le film, la fameuse Majesté des Mouches, enfin dans le livre, pardon, la fameuse Majesté des Mouches, c'est une tête de sanglier décapitée. Bah, Linda, elle jette tranquillement une tête de sanglier décapité à Brad en mode putain, j'adore la chasse, c'est super. C'est fait pour l'effet comique, mais le clin d'œil, il est là, quoi. C'est comme pour la scène dont tu parlais, Mathieu, ce fameux POV de Sam Raimi au ras du sol. Moi, je l'ai plus vu comme un clin d'œil, tu vois. Je l'ai pas vu en mode il faut qu'il soit là parce que les gens attendent que je mette ce plan-là dans mon film, tu vois. J'ai plus vu ça comme un petit clin d'œil pour les gens qui le cherchent, quoi. C'est comme le caméo de Bruce, quoi. Si tu le cherches, tu le trouves. Moi, je l'avais pas vu d'ailleurs. C'est Romain qui m'a dit où il était. Il est assez subtil, pour le coup. Ouais. Il est pas mis devant tes yeux. Ceux qui n'ont... Oui, ok, on va spoiler ça. Ceux qui n'ont pas vu Bruce Campbell dans le film, Bruce Campbell, son acteur fétiche, qui est dans tous ses films, joue le père du patron connard, et c'est un portrait sur un mur. Voilà. C'est-à-dire que Bruce Campbell passe encore un cap dans son côté vendu, c'est-à-dire que de base, il faisait des caméos physiques. Grave. Depuis quelques temps, il fait des caméos vocaux. Donc dans Evil Dead Rise, il apparaît pour une réplique sur un vinyle. Tu vois, il a enregistré un truc sur son portable, un vocal sur WhatsApp. Tu vois, voilà, c'est ça. Et là, ils ont même pas pris genre une photo. C'est Google Images, Bruce Campbell, photoshopé son visage sur un vieux, et hop, c'est bon, c'est parti. Incroyable. Voilà. Ça, c'est mon Bruce. Mais c'est assez pour les fans, hein. Je vise quelqu'un qui n'est pas là ce soir, évidemment, parce qu'elle nous a dit « Ouah, trop bien, Bruce, et tout, etc. » C'est un portrait dans le flou de l'image. Ouais, moi je l'ai pas vu. Hein. Moi non plus, je l'avais pas vu, c'est Lydie qui m'a dit. J'ai dit à Romain, je sais pas, ouais, ça doit être la voix du pilote dans l'avion, je sais rien. Et je préchote qu'elle va nous relâcher dans son tunnel de tout à l'heure, qu'elle nous envoie en off. Trop bien, Bruce Campbell. Tu vois, alors que, franchement, Bruce n'est même pas au courant qu'il est dans le film, je pense. Tu vois. Enfin bon, c'est gratuit, totalement gratuit. Continue, Dario. Donc j'en étais sur la parabole de Golding sur la violence humaine.
Pour moi, ce film-là, du coup, répond un peu au livre, dans le sens où ça devient une parabole des violences, des relations humaines, mais vraiment plus dans tout ce qui est couple, un peu relations toxiques, quoi. Donc c'est pas spécialement... je vais pas chercher très loin en disant ça, c'est devant le nez de tout le monde, mais je trouve que ça fonctionne assez bien, puisque en fait, les premières scènes où on voit Linda, on arrive vraiment à la fois à l'humaniser, on a un peu de la pitié pour elle, et en même temps, elle nous dégoûte un peu, je trouve. Je trouve que c'est hyper bien fait, puisque ces fameuses séquences du début où où elle dit bonjour à son patron pour la Putain, première fois, avec le ton. où elle a une trace de Mm. thon au niveau du menton, Mm. Sam Raimi fait une énorme fixation sur ce bout de thon, et a raison, puisqu'à la place de Brad, on réagirait tous de la même manière, c'est-à-dire qu'on scrute ce bout de thon, et en même temps, on fait semblant de ne pas le regarder. Et moi, je trouve ça à la fois hilarant, et en même temps très juste, en fait, dans les relations de bureau, notamment, où tout est faux, quoi. Genre, donc Oh oui. je trouve ça assez cool. C'est pas subtil, mais en même temps, c'est pas vraiment ce qu'on attend d'un film de Sam Raimi où il y a deux personnes qui arrivent sur une île déserte et qui vont s'entretuer. En tout cas, c'est la promesse de la bande-annonce. Le film est drôle, le film est gras, le film est violent, dégoûtant. Alors Mathieu, toi, je trouve qu'il n'y a pas assez de vomi. Moi, je trouve qu'il y a assez de vomi. Ça me suffit. Moi, je suis assez content de... Ah, mais il y de en la- a jamais assez. C'est tellement On a révélateur de quand votre même, on a personnalité. été large en vomi, hein, je trouve. Hein. Moi, je trouve que ça va. Il y a quand même du vomi dans la bouche en continu, quoi. Je trouve que c'est pas mal. En Meilleure vrai. Je scène. trouve que c'est quand même généreux. Ouais. Je vais pas spoiler cette scène, même si j'en ai dit beaucoup. Mathieu, pareil, tu l'as évoqué, le casting du film est parfait. En même temps, il y a deux acteurs Mm. vraiment principaux. Donc il fallait vraiment des gens qui ont les épaules solides pour tenir un film quasiment à eux tout seuls. Et pour le coup, les deux sont incroyables. Je trouve que Ouais. Dylan O'Brien, que moi je connaissais pas tant que ça avant, parce qu'il a fait plutôt des films ou des séries orientées plutôt adolescents, de ce que j'ai vu, je suis pas trop la cible. Mais je trouve que dans ce film-là, il est vraiment super. Sa façon de couiner comme un petit clébard, Ah là, ouais. moi, ça m'éclate. Et en fait, c'est assez révélateur de ce qu'est ce film pour moi, puisque je sais pas si c'était le cas pour vous, mais moi, j'étais dans une assez petite salle au cinéma, mais il y avait pas mal de monde, et à chaque fois qu'il y avait un truc soit rigolo, soit dégoûtant, les gens réagissaient, Ouais. quoi. Et je trouve que ça fait plaisir que Sam Raimi arrive encore à faire réagir les gens. Surtout que dans la salle, il n'y avait pas que des trentenaires comme moi qui ont découvert Spider-Man quand ils étaient petits, quoi. Il y avait des vieux, des jeunes. C'était vraiment assez éclectique et tout le monde a pris son pied, quoi. Il y a même un mec qui a rigolé extrêmement fort. Jamais je rigolerai aussi fort dans une salle de cinéma, mais ça fait réagir et les gens passent un bon moment, quoi. Moi, j'ai passé un bon moment devant ce film. Euh, pour moi, c'est une vraie réussite artistique parce que l'ambition du film, c'est pas non plus de réinventer quelque chose. Au contraire, je trouve que c'est de proposer sa vision d'une histoire qu'on connaît déjà, donc ces fameuses histoires de rescapés sur des îles ou voilà, singer un peu Survivor ou koh. Je terminerai en disant ça, donc je l'ai écrit, j'en suis assez fier. J'ai dit c'est Sans filtre de Ruben Östlund, mais en réussi. Ah non, 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 non. Que ce soit en termes d'écriture ou de réalisation, il y a même une blague de vomi comme dans le film d'Östlund, sauf que Send Help, lui, comprend son sujet et comment faire un film qui est une parabole de la société moderne sans être pompeux et sans durer 2h30. Le point Triangle of Sadness vient d'être touché, Ouais. ça y est, au bout d'une demi-heure d'émission. C'est pas nous. Bah, c'est inévitable en vrai, je trouve que c'est le dernier film qui. Enfin, ça m'a fait penser un peu à ça, la dernière partie de ce film-là, Sans filtre, ou Triangle of Sadness pour les VO. Mais, Paradoxalement, Triangle of Sadness va plus loin dans le vomi et le caca. Oui, mais il est nul. Ouais. Ce qui est inattendu pour du Sam Raimi. Mais il y a du vomi, il y a du Sam Raimi, Y a pas de ça va caca. quoi. T'es Il y a content, toi. plein de fluides corporels dans tous les sens. Il n'y a pas que du vomi, il y a du sang, il y a des larmes, de la transpi. Moi je trouve que c'est vraiment cool. Je passe un très bon moment devant ce film. Peut-être que c'est pas aussi marquant que ces autres films. Peut-être je peux te rejoindre là-dessus, Mathieu. Dans le côté, c'est plus un film qui sera comme un film un peu mineur de sa filmographie. Mais je vais pas bouder mon plaisir. Moi j'ai pris mon pied, quoi. Gros kiffeur, j'aime bien. Mylène, team Mathieu, team Dario. Un peu des deux. Alors, plus quand même Team Dario. Je suis d'accord avec Mathieu que le film prend pas énormément de risques. Mais j'ai envie de dire, ben, je m'en bats les couilles. Genre, j'ai passé un pur moment.
Et en fait, par contre, je suis un peu d'accord avec Mathieu sur le fait que c'est un peu étrange. Il n'y a pas eu tant de com que ça sur le film. Moi, je l'avais vu passer quand il a été annoncé sur, je crois, Bloody Disgusting, mais il y a quelques mois. Et après, j'avais complètement oublié qu'un Sam Raimi sortait. Et en fait, c'est quand je suis allée en salle que j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé ça très très étrange que pour un futur Sam Raimi qui revient à l'horreur, qui est pas sur du Disney ou quoi, ou du Marvel, il n'y ait pas plus de pub. Mais oui, non, j'ai passé un pur moment et comme l'a dit Dario, ben, moi j'avais aussi une salle qui était très réactive, notamment la scène du vomi où genre on s'est tous auto-fait rire, genre vraiment. Du coup, c'était très chouette d'avoir une salle qui vit un peu les émotions ensemble, surtout sur cette scène qui est à la fois interminable et très jouissive. Mais en plus, Send Help, genre vraiment, je peux pas être objective parce qu'il a tout pour me plaire. Genre, j'adore les émissions de télé-réalité où des gens sont sur des îles désertes. J'ai vu genre presque toutes les saisons de Retour à l'instinct primaire où il y a des gens qui sont posés à poil, deux inconnus et qui doivent survivre dans la nature et qui manquent parfois de crever parce qu'en fait le mec fait souvent le malin alors qu'il sait pas quoi manger. J'ai regardé The Island avec l'âme qui était sur une île déserte. J'ai regardé toutes ces merdes sauf Koh-Lanta. Du coup, déjà de base, j'étais en mode vas-y, ça va trop me plaire. En plus, j'aime énormément quand les patrons prennent cher, surtout des petits patrons comme ça, des fils de riches là. T'as vraiment envie qu'ils se pètent un os quoi. Donc du coup, j'avoue que déjà de base, ça me faisait envie. Et pour finir, j'adore Rachel McAdams. Je suis très fan de cette actrice. Et en plus, pour moi, c'est pas anodin qu'elle ait été choisie pour jouer ce rôle-là. Parce que j'y viens un peu plus tard, mais pour moi, Send Help, c'est vraiment un mix entre plein de genres et plein de références. Déjà, ça m'a fait penser, donc, comme l'a dit à Mathieu, à d'autres films donc, de rescapés sur des îles désertes. Le premier, c'était donc... Attendez, le titre est super long, faut que je le lise, sinon je vais jamais y arriver. Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été. Voilà. Un film des années 70 réalisé et scénarisé par une femme où une riche bourgeoise insupportable se retrouve sur une île avec son employé communiste. Et du coup, vous vous en doutez, ça va très mal se passer parce que cette connasse ne sait rien faire. Lui, c'est le seul qui, en homme fort, réussit à récupérer des langoustes. Et donc, très vite, il va faire d'elle son esclave, va prendre position de supériorité sur elle. Elle va tomber amoureuse de lui. C'est une relation hyper toxique. Mais tout de suite, effectivement, ce pitch-là m'a fait penser à une inversion du film, puisque là, c'est le contraire. C'est Linda qui, elle, a tous les codes de la survie. Au contraire, donc son patron, lui, ne sait rien faire. Et par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, justement, dans ce rapport de force et cette inversion, justement, de pouvoir, c'est que, contrairement, du coup, à Vers un destin insolite, machin, là, je vais pas vous redire le titre, où là, vraiment, tout de suite, l'homme supérieur prend en fait vraiment le pouvoir et rend cette femme esclave. En fait, le petit-fils de riche, dont j'ai complètement oublié le nom, joué par Dylan O'Brien, lui, il veut pas du tout de ce rapport. En fait, il fait tout le temps semblant. Du moment où il pense que Linda, il l'a dans sa poche, il commence à essayer de lui faire à l'envers. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'au début, je me suis dit, ça va être très bateau. En fait, très vite, Linda va être super forte. C'est une psychopathe. Elle va prendre le pouvoir. Elle va le torturer. La bande-annonce te montre un peu ça aussi. Tu doutes là-dessus. Et en fait, c'est pas ça. Ça dit quelque chose sur leur rapport. C'est que lui, en tant qu'homme puissant, qui a du pouvoir, en tant qu'homme blanc, qui fait un peu ce qu'il veut depuis qu'il est jeune et qui peut pas, en fait, cautionner que quelqu'un prenne du pouvoir sur lui. Et surtout cette femme qui lui est inférieure et qui est son employée. En fait, constamment dans le film, il va essayer de lui faire à l'envers. Donc, soit de l'empoisonner, soit d'essayer d'apprendre des trucs, d'essayer de prendre son arme. Enfin, et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point, elle réagit. Oui, c'est une folle. Soit c'est une folle du bus, mais il n'y a pas ce truc-là où elle va tout de suite essayer de le buter, elle va quand même essayer de lui apprendre des choses, elle va essayer de lui pardonner, elle va essayer de lui faire comprendre ce rapport de force, et en fait, lui, il va faire que la trahir. Ce qui fait que, même si Linda, elle est complètement folle et qu'elle fait des trucs horribles, on va pas tout spoiler, mais... Oui, puis c'est sous-entendu qu'elle a quand même tué son mari aussi. C'est ça, tu l'apprends un peu plus tard et tout. Non, mais bien sûr... Faut équilibrer un peu le rapport, hein, enfin... Voilà. Non, mais bien sûr que c'est une folle. Typiquement, moi, Linda, elle me fait beaucoup penser à Katie Bates dans Misery, tu vois. Enfin, c'est impossible. C'est totalement Pour ça. moi, c'est totalement ça, parce qu'en fait, elle est complètement amoureuse de son patron. Elle le dit à un moment, elle dit oui, quand on s'est vu à Noël, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Tu vois qu'elle a pas du tout les codes. Enfin, même quand elle est sur l'île, elle reproduit presque en fait les codes du bureau. Elle inscrit son nom sur son verre. Enfin, elle joue à la dinette. Clairement, c'est moi qui joue au Sims rescapé dans Naufragé, je sais plus. Mais du coup, je me suis revue moi faire des cabanes dans mon jardin avec 2 bouts de bois pendant les pleines tempêtes et que ma mère
mère disait reviens, t'as la grippe quoi. Mais du coup, je trouve ça quand même assez fascinant qu'il y a un truc où, en fait, finalement, tu sais qu'elle est folle, tu n'es pas censé l'apprécier, mais tu finis par l'apprécier parce que, en fait, son patron, il est encore pire et surtout, elle lui sauve plusieurs fois la vie. Elle est vraiment, il y a un côté hyper altruiste dans sa folie qui fait qu'en fait, à chaque fois qu'il l'a trahi, t'es là, non mais mec, t'es vraiment un connard quoi. Et du coup, c'est hyper ambivalent. En fait, il y a pas de personnage complètement mauvais, complètement, même si le patron, c'est vraiment un connard en vrai. Et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, et donc c'est là où j'en viens au fait que pour moi, c'est pas anodin que Rachel McAdams, elle joue donc le rôle de Linda. Je trouve qu'en fait, il l'a vraiment choisi parce que de base, elle fait énormément de comédies romantiques. Et en fait, dans son récit donc de naufragé, dans son récit en fait très horrifique, par moment, on est un peu à travers les yeux de Linda. Et du coup, on voit un espèce de paradis complètement faux. Et en fait, ça ressemble presque à Blue Lagoon, où du coup, là, c'était des enfants qui se retrouvaient sur une île et qui tombaient amoureux, qui formaient une famille. Et surtout, ça m'a fait un peu rire parce que durant tout ce film d'horreur, j'arrêtais pas de penser à L'amour à la dérive. Je me doute que je suis la seule ici qui ait vu cette merde. C'était une rom-com avec Amanda Bynes, où en fait, elle se retrouvait sur une île avec sa rockstar préférée qui était blessée. Et en gros, elle lui faisait croire qu'ils étaient sur une île déserte et ils n'étaient pas du tout sur une île déserte. Du coup, elle arrivait toute pimpée, elle lui ramenait des belles bananes et elle essayait de le pécho comme ça. Ce que Linda veut, en fait, Linda, elle veut de cette île, elle l'adore parce qu'elle survit mieux toute seule et parce qu'elle a travaillé toute sa vie pour faire partie de Survivor, mais aussi parce qu'elle idéalise cette relation avec Dylan O'Brien. Ce qui fait que par moment, on a des scènes qui sont des scènes de comédie romantique. Et j'ai trouvé ça cool parce que Sam Raimi nous montre que même quand il fait de l'horreur, il arrive comme ça à avoir un côté hyper hybride. On l'a déjà vu dans plein de ses films. Quand tu vois Spider-Man, tu vois qu'il arrive à injecter des mises en scène de cinéma d'horreur dans des films de super-héros. Et du coup, ça, c'est ce qui fait aussi que ça m'a énormément plu. En plus de la comédie romantique, donc je vous disais tout à l'heure que moi j'étais très très fan donc de tout ce qui était émission sur une île déserte. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est aussi un peu une satire de ça, notamment quand on voit la vidéo de casting de Linda. Et en fait, ça m'a beaucoup fait rire parce que ça singe complètement Survivor et les personnages horribles qu'on peut voir dans ce type d'émission. Et notamment qui sont presque des vilains de film. En fait, j'en parlais avec une pote en lui racontant un peu le film, qui me disait que dans Survivor, il y a carrément un mec qui est devenu, on l'appelle le vilain de la télé-réalité, parce qu'il a carrément fait croire que sa grand-mère était morte aux autres participants pour gagner quelque chose, en direct à la télé. Et c'est sa plus grosse fierté. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça cool parce que même ça, même ces codes-là des émissions de télé-réalité, même cette façon de filmer en fait ces émissions, en fait, il les maîtrise. Et c'est trop chouette. Et du coup, je trouve aussi que même si effectivement le film il n'est pas parfaitement écrit, le personnage de Linda, c'est un personnage, comme disait Dario, qui à la fois par moments nous dégoûte et qu'on a quand même un peu envie d'aimer. Franchement, moi j'avais envie qu'à la fin elle lui pète la gueule. J'avais envie que ça se finisse entre grandes guillemets bien. Ce qui normalement n'est pas le cas parce que c'est elle aussi une méchante. Et j'aime bien que le film, en fait, ça nous construise une espèce de bad bitch qui est complètement névrosée, qui est la fille de Kathy Bates et qui va tout péter et renverser les codes de pouvoir et finir par devenir la prédatrice. Parce qu'en fait, c'est ça vraiment l'histoire du film. C'est à quel point Dylan O'Brien va la pousser à bout pour qu'elle finisse par faire un truc irréversible. Et aussi changer. Enfin, on a presque l'impression qu'il faut qu'elle passe par ces épreuves-là. Oui et non, je suis pas d'accord. Ah ouais, tu penses pas, toi ? Parce que, elle tue de son plein gré, je vais spoiler, désolé, mais la femme de Dylan O'Brien. Non, mais ça, c'est mon bémol. Qui est innocente dans l'affaire. Ça, c'est mon bémol parce qu'elle est trop mimes. Elle est trop mimes, je l'aime trop en plus. Non, ouais, mais tu vois, pour moi, l'analyse, elle est un peu faussée sur ça, tu vois, genre... C'est une horrible personne aussi. Non, mais elle est horrible, bien sûr. Et c'est pas parce que Dylan O'Brien c'est un connard qu'elle tue sa femme, c'est parce qu'elle l'aime. Non, mais là, c'est sa délulu de comédie romantique. Pour elle. Là, c'est qu'elle est en mode vas-y, on va s'épouser, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, je tiens à nuancer un peu le propos. Je dis pas que c'est une. Non, c'est une folle du bus. Je dis pas que c'est quelqu'un de bien, Linda. Mais. T'inquiète. Par contre, j'ai vraiment aimé que. En fait, j'arrive pas à m'exprimer, mais c'est hyper ambivalent. Je sais qu'elle est méchante. Et franchement, d'ailleurs, je trouve que pour le coup, le fait qu'elle tue sa meuf et le fait qu'on voit que c'est pas une, que possiblement elle refuse d'être d'accepter de l'aide, pour moi, c'est un truc en trop. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui aurait mérité d'être enlevé du scénario ou du moins qu'on le découvre à la fin.
Parce qu'en fait, du coup, ça nique un peu l'ambivalence du personnage. Genre, j'aimais bien qu'on se dise, ok, bon, on sait qu'elle a tué son mari, elle est complètement folle, mais il y a quand même ce truc où elle le maintient en vie à chaque fois, tu vois. Et elle choisit de pas partir. Mais en attendant, voilà, j'ai adoré. Moi, je suis assez d'accord avec toi, hein, moi, sur le côté un peu ambivalent, mais je pense que ça vient surtout de tout ce qui est un peu début du Oui. film, en fait. Tout ce qui est appréciation de Linda dépend pas mal de les petites séquences en mode striptease où elle est toute seule en train de parler à son perroquet à moitié bourré devant la télé, de quand il y a cette scène de crash d'avion que je trouve assez Horrible. effrayante, alors que j'ai pas peur d'avion, mais où t'as les deux autres connards frat boys, les potes de Brad qui chopent Linda, ils disent bah, laisse-moi ton siège, laisse-moi ton siège. Du coup, on a envie que ce soit la seule qui survit, parce que la scène d'avant, c'était ces mecs-là qui se foutent de sa gueule en mode putain, j'ai trouvé son enregistrement de Survivor, la honte quoi. Donc on a envie qu'elle prenne sa revanche sur la vie, je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense pas que le fait qu'elle tue Zuri et le guide ce soit en trop, c'est vraiment juste le moment où le film te dit qu'est-ce qui va arriver. Parce que moi je trouvais ça assez intéressant, parce que comme toi j'étais un peu dans l'expectative où je me dis putain mais comment ça va se finir, est-ce que elle va le buter, est-ce que lui va la buter, comment ça va se finir machin. Et finalement je trouve que c'est la force du film, c'est de te relancer dans un truc un peu méta où tu sais pas trop comment le film va se finir, pas comment les personnages vont finir leur histoire, mais comment Sam Raimi a décidé de finir cette histoire. Et je trouve ça assez intéressant. À moi, c'est justement l'inverse. Je savais déjà exactement où le film allait, enfin comment le film allait se terminer quoi. Étant donné que c'était, comme je disais tout à l'heure, une espèce de décalque inversé de Jusqu'en Enfer, mais en même temps, tu retrouves tout le cynisme et tout le côté sadique propre à Sam Raimi. Pour moi, la fin ne pouvait pas être une fin heureuse, ou alors ça serait une fin, comment dire, D'où sa mère. en apparence, ouais, d'où sa mère, en apparence heureuse, mais quand tu réfléchis 30 secondes, tu t'aperçois que pas du tout. Et c'est le cas justement dans ce truc-là. Si vous avez vu Jusqu'en Enfer, vous vous rappelez forcément des 30 dernières secondes. Là, on n'est pas du tout dans ce genre de truc, mais c'est au moins aussi atroce, parce que une personne atroce chasse l'autre en fait. Et prend sa L'arme place. du crime, elle prend sa place. L'arme du crime, c'est le club de golf. Mm. Ça veut tout dire. Il y a une transition, enfin un effet de montage qui est absolument génial, qu'on va pas spoiler, qui nous fait absolument tout comprendre en un cut quoi. Elle a pris littéralement sa place, de la Et plus après, violente c'est des le façons. principe. Ce qui montre aussi qu'il n'y a pas vraiment de morale, que, elle a beau lutter pour avoir sa place, elle devient comme lui. Tu vois. Ouais, mais c'est justement, enfin là-dessus où moi j'ai un petit peu, enfin je mettrai un petit bémol là-dessus, c'est-à-dire que étant donné que je savais très bien comment ça allait se terminer, pour moi le film n'est juste qu'une succession de mensonges, c'est-à-dire que elle est persuadée, enfin, ou alors elle s'auto-persuade qu'il est de bonne foi et qu'il a enfin compris la leçon, et lui en face lui sert ses boniments et en fin de compte lui ment. Et quand elle se rend compte qu'il lui a menti, poum, tac, il y a une séquence un peu violente avec du gore, du vomi, enfin tout ce que tu veux. Et puis après il s'excuse, elle le croit, elle le pardonne, tac, il la retrahit de nouveau, poum, regore, revomi, machin, et ainsi de suite jusqu'à la fin où elle lui assène un coup mortel quoi. C'est uniquement cette espèce d'enchaînement successif où à chaque fois en fait il lui ment et à chaque fois elle tombe dans le panneau, qui moi m'a un petit peu peut-être pas sorti du film, mais je me suis dit il y aurait peut-être eu moyen de faire de prendre un chemin un petit peu plus risqué quoi. Là en l'occurrence je trouve que c'est un peu balisé Après, je quoi, trouve pas malheureusement. ça Ouais, je suis déconnant d'accord. parce que c'est le principe qui a déjà été théorisé, notamment, tu vois, dans des essais d'écoféminisme ou des choses comme ça. C'est qu'en fait, c'est le type de femme qui, pour atteindre le pouvoir, va complètement se modeler au modèle du patriarcat, en fait. Et c'est ça, en fait, à la fin, le personnage de Linda devient le personnage de Dylan O'Brien. Et en fait, la meilleure façon de nous le dire, c'est qu'elle fait du golf. En fait, dès le départ, il va lui dire voilà, faut vous mettre au golf, c'est pour ça que vous n'avez pas réussi à avoir telle place et tout, parce que vous présentez pas bien. Et en fait, à la fin, elle est devenue lui. Et en gros, bah, tout ce cheminement de prédateurs enfin, en fait, c'est deux prédateurs qui essayent de se bouffer. Et à la fin, juste, ben, elle devient la prédatrice, on va dire. Non, j'allais pas dire alpha, c'est horrible, je déteste ce terme. Donc non, enlevez ça. Mais elle devient la queen qui va le niquer, Le- en fait, en reprenant ses codes et en décidant de devenir la même pourriture que lui. Et c'est pour ça que, en effet, c'est pas une...
en soi, c'est très jouissif parce qu'il y a un côté où en fait, la violence amène la violence. T'es très en colère dès le début. Tout est fait, en fait. Son collègue qui se fout de sa gueule, qui prend. Enfin, c'est des tropes qui sont mis en place pour que le spectateur soit en colère envers cette situation. Et peu importe ce qu'on va te dire sur Linda, t'as quand même envie que ça pète, quoi. T'as envie qu'il y ait du vomi et tout ce que tu veux. Et du coup, oui, c'est pas sur la théorie, c'est pas une fin happy end, mais ça l'est quand même parce qu'en fait, c'est jouissif. C'est jouissif de voir qu'elle leur a niqué la gueule, même si en fait, ben, elle est devenue eux, et ça, c'est clairement triste, ça, c'est sûr. Mais j'ai quand même apprécié. Par contre, je dirais que moi, mon gros bémol sur le film, et ça m'a rendu presque un peu triste, c'est que bah, j'aime beaucoup les effets pratiques de Sam Raimi, où je trouve que les effets visuels dans ces films sont jamais trop dégueux ou vieillissent pas. Et là, peut-être que ça l'a fait qu'à moi, mais j'ai trouvé que les effets de sang, Ah non, c'est dégueulasse. c'était dégueulasse, quoi. Enfin, et je me suis dit, putain, le film, comment il peut être aussi moche, tu vois? Genre vraiment, il y a des effets de giclure de sang qui ont été faits par un stagiaire de 15 ans. Et j'étais en mode, genre l'île, je l'ai trouvé dégueu. Il y a des plans de l'île où je me suis dit, vas-y, on est dans le hall plans de larges Night Shyamalan, les sont plans durs, qui hein. sont un peu moches, tu vois. Non, non. Je me rappelle pas ce Mais du coup, ça m'a un peu déçue parce que j'étais là. En fait, Sam Raimi est toujours aussi bon pour sa mise en scène, pour nous créer des ambiances. Il y a même des moments qui font penser au conte de la crypte et tout, des moments un petit peu glauques. Enfin, j'ai trouvé ça très chouette, mais les effets de sang, c'est juste dégueulasse. C'est pas possible. Qui a validé ça? Moi, le moment où je l'ai retrouvé, je me suis dit, ah, ça y est, là, c'est du Sam Raimi, en fait, comme à la grande époque, ça y est, il se réveille, c'est l'affrontement final. Rachel McAdams, à ce moment-là, elle est filmée littéralement comme une deadite. Ouais. Elle est cadrée très près, elle hurle et tout, elle a un œil qui pisse le sang, elle a la bouche complètement noire et tout. Enfin, vraiment, elle est monstrueuse. Et je me suis dit, putain, ça, il aurait fallu que ça démarre un peu plus tôt, quoi. Malheureusement, c'est dans les 10 dernières minutes. Et encore, ce combat, il a beau être un peu jouissif parce que tu te dis, ah ça y est, ça commence à charcler un peu. Les blessures sont en CGI dégueulasse et la caméra bouge tout le temps pour pas vraiment te les montrer en gros plan. Le plan du pouce dans l'œil, Ah ouais. c'est vraiment un plan qui est fait exprès pour te le montrer sans que tu le trop vois. dommage, C'est très bizarrement fait. franchement. C'est-à-dire que le pouce rentre dedans et t'as à peine le temps de calculer ce qui se passe, que ça tremble, donc c'est un peu flou et c'est sombre. Tu vois, le film, il ose pas. C'est un film qui, selon moi, en fait, c'est un film qui n'ose pas, vraiment, sur plein de trucs. On te montre du gore un petit peu, en effet, à l'ancienne, rapidement, comme pour le facochère. Tu vois, sa tête coupée, qui est très sympa, mais c'est précédé d'une séquence qui aurait été géniale aussi avec une marionnette, en fait, ou un animatronique. Et tu as un facochère qui sort tout droit du Astérix sorti il y a 2-3 ans, là, avec Cohen. Moi, j'ai de pensé l'autre à coup, là. Anaconda, Vous avez mais capté, sur de Anaconda. Guillaume Canet. Je vois. Ouais, c'est le même c'est sans doute le même modèle que le facochère d'Anaconda, qui est une énorme merde aussi, tu vois. Ce film baigne dans une atmosphère lisse, numérique, et c'est un peu décevant quand tu vois que le mec derrière, c'est Sam Raimi, qui a quand même une esthétique très marquée, qui aime bien la pellicule, même les Spider-Man, si tu veux, ils ont une luminosité qui est propre à eux, toujours un peu orangée. Bah, c'est les ça. plans J'ai sont du mal à magnifiques. savoir qui Il y a a un validé grain, en se disant tu c'est vois. joli, tu vois. Enfin, ça m'a vraiment surpris en salle en me disant putain, Mais- dommage quoi. Moi, en fait, je pense que c'est lié lui. aussi hein. au budget. Hein. Oui, voilà. Bah, C'est lié aussi au budget parce que je regardais au niveau des compagnies de FX dans le générique de fin, il y a quand même ILM. Ouais. Tu vois, il n'y a pas non plus des gros mauvais dans le truc, mais c'est juste que le budget du film qui est de 40 millions de dollars, bah, c'est pas le même budget que ce qu'il avait pu avoir pour Doctor Strange 2 ou même Ouais, Spider-Man 2. mais Voilà, tu vois, même... donc bah, faut faire avec. Mais je sais pas. Moi j'ai pas été aussi gêné que vous par rapport aux effets spéciaux numériques, mais voilà, effectivement, le sanglier, bon, voilà, ça sent l'image de synthèse, quoi. Et j'aurais préféré, bah, comme Romain, qu'en fait, ça soit du vrai sang et de la vraie morve que l'actrice se prenne dans la tronche, quoi, et pas un truc. Mais en fait, il n'y a pas besoin, parce que genre l'émotion reste la même. Moi, à ce moment-là, tout le monde fait Oh, dans la salle de cinéma, on est tous dégoûtés, tu vois. Genre, moi, ça m'a pas non plus trop Ouais, dérangé mais les effets. C'est de l'affect, ça, après, tu vois, Ouais, c'est c'est différent. Le plan de l'œil, moi je l'ai pas oublié, tu vois, genre il reste quand même, ça fait 2-3 jours que j'y pense, ça se pousse dans l'œil. Je trouve qu'il en montre assez quand même pour marquer, quoi. Mais dans une filmographie telle que celle de Sam Raimi, c'est petits bras. Et Mais moi, c'est assagi, c'est toi qui l'as dit au début. Bah ouais, pour moi, il s'est totalement assagi. Il a perdu son flair visuel depuis un petit moment, déjà dans le... En fait, je crois que je sais ce qui manque. Bruce Campbell. Je vais le percuter à l'instant. Non, pas Bruce Campbell, mais c'est un petit peu lié. Ce qui faisait de Bruce Campbell, c'est aussi son côté gag humain, enfin Ouais. gag... Slapstick un peu. slapstick, ouais, voilà.
Ouais, sa physicalité, son côté cartoon, quoi. Et en fait, pour ce genre de film où il y a littéralement deux personnes qui s'affrontent sur une île déserte, il manque un petit peu de, je sais pas, un petit peu d'humour, un petit peu de slapstick, quoi. Le slapstick, tu le retrouves dans beaucoup de films de Sam Raimi, et les moments les plus réussis qu'il y a dans ces blockbusters sont des moments qui sont chorégraphiés, qui sont mis en scène comme un slapstick. Je pense notamment au réveil du docteur Octopus, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Non. c'est ça, Doc, ouais. Doc Ock Si, dans Octopus. Spider-Man 2. Doc Si, Ock, ouais, oui, qui est pardon. génial. Dans Spider-Man 2, c'est un moment qui est absolument fantastique à étudier d'un point de vue de la mise en scène, du cadrage, de l'enchaînement des plans, du montage, enfin bref, à tous les niveaux, c'est une merveille cette séquence. C'est une rythmique en fait qui est basée sur les comédies slapstick. Si tu regardes les Evil Dead, notamment Evil Dead 2, il y a totalement ça. Si tu regardes Mort sur le grill, c'est littéralement du slapstick du début à la fin. Et si tu prends la scène qui a le plus marqué les gens dans Jusqu'en Enfer, qui est encore une fois le film miroir de Sandhelp, c'est la séquence dans le parking où l'héroïne en fait affronte la vieille grand-mère, la dégueulasse, à l'arrière de sa bagnole, et c'est un enchaînement de coups dans la tronche et de trucs en fait qui sont à la fois violents et drôles, qui sont les deux caractéristiques du slapstick. Et là, dans Sandhelp, en fait, je le retrouve C'est qu'il vrai y a que c'est très plus peu de moments. timide. Et oui, en fait, on se rappelle, c'est beaucoup plus timide. On se rappelle effectivement du pouce dans l'œil. Je trouvais que c'était une idée absolument géniale. La séquence du crash d'avion, en fait, elle est presque trop courte parce que là, je Non, me moi, suis je dit, ok, l'adore. il nous refait le coup de la séquence de la voiture dans le parking avec Jusqu'en Enfer. Mais en fait, t'as à peine le temps de t'extasier sur ce que tu Ouais, vois mais que elle boum, fonctionne la plutôt bien, séquence est déjà finie. franchement, Tu vois. c'est l'une des C'est, meilleures. elle fonctionne bien, mais Ouais, j'ai kiffé, moi. il manque, enfin, elle aurait dû durer 2 fois plus longtemps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, Il ouais, manque, ouais. il manque le côté un peu c'est cartoon, un jamais peu assez. exagéré, un peu slapstick, quoi. C'est. Bah, il y a C'est quand ça. même un truc cartoon où le mec Ah se ouais, et cogne la qu'elle lui tête contre son elle hublot ferme en le mode hublot. aide-moi, puis après elle ferme le hublot, tu vois, il y a quand même Dans un plan ça qui est un dégueulasse. petit moment, quoi. Disons-le. Ouais, mais pour le coup, tu vois, Malheureusement. c'est pas celui C'est ça qui qui m'a est le trop plus gêné. dommage. J'ai trouvé que la scène du crash, elle fonctionnait bien et que à elle toute seule, tu vois, ça injectait vraiment les thématiques et les rapports humains dans le film. Du coup, je trouvais que ça marchait. Genre, bah, comme on disait, moi, le vomi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi les plans sur la bague. J'ai beaucoup aimé que vraiment la. Ouais, Folle, cette j'adore le phrase. vomi. Bah ouais, Moi, le j'étais vomi, là j'ai adoré, encore moi, plus le de vomi. Non, mais je trouve ça très drôle parce que c'est, en fait, c'est du. Mais en vrai, c'est du comique de répétition, mais ça marche trop bien parce qu'en fait, vraiment, ça dure beaucoup trop longtemps pour ce type de scène. Mais en fait, moi, j'étais là. Mais ça marche super bien, c'est ok. Et il y a des vrais trucs, tu vois, ouais, sur le fait comment il filme la bagousse de la fiancée. En mode, t'as l'impression que c'est genre, Gollum qui est obsédé par cette bague. Le mec, il trouve le cadavre de sa fiancée et tout ce qu'il récupère, c'est la bague, quoi. Enfin, Dylan O'Brien, je trouve que pour le coup, il est très bon et à lui tout seul, il injecte de l'humour où des fois, il y en a même pas, Il est tu vois. parfait. Il est parfait. Il est vraiment génial dans sa C'est voix, ça. dans ses mimiques. Des fois, Il rien est qu'à sa tête, excellent. quand il essaye de faire genre que justement il est en mode ouais, mais en fait je vais y arriver, tu vois, où il y a des petits chaussures de Tchekhov qu'on nous pose au début quand on nous parle de ces chaussures où elle fait en fait toute sa life avec et que lui il a des chaussures de merde et qu'il faudrait pas aller dans l'eau avec. Et en fait tu les revois plus tard et t'es là, putain en fait oui c'est drôle, tu vois. Enfin, donc ça reste quand même, il y a des petits éclairs de génie. Oui, c'est plus timide. Mais il n'empêche que ça fonctionne super bien. Enfin, il y a des vrais plans de génie et des scènes où je me suis dit ah putain, franchement c'est trop drôle, quoi. Quel plan de génie, par exemple? Mais moi j'ai adoré l'avion et j'ai adoré le vomi. J'ai adoré le vomi, c'était trop bien le vomi. Mais c'est pas des Et bah plans le de génie, c'est facochère, juste un plan j'ai fixe adoré la scène sur du du vomi facochère qui sauf tombe. qu'il était moche. Voilà, et c'est ça qui m'a saoulée. Parce que vas-y, je prends la main parce que là je vous trouve trop enthousiaste par rapport à ce que j'ai vu. Le film il est très sympa. Je vous rejoins tous. Franchement, oui, en salle, c'est très marrant. Oui, c'est à voir avec une audience. Oui, ça fait plaisir de voir Sam Raimi revenir sur de l'horreur, de la série B. Tu sens qu'il est encore là quelque part, même s'il a vieilli. C'est un peu Sam Raimi qui te dit oui. Je sais, j'étais loin, je reviens. Cependant, il s'est passé des tonnes de choses depuis ces films qu'on cite en boucle depuis des années, même Darkman qu'on a très peu cité dans ce podcast, etc. Il s'est passé qu'il a vieilli, qu'il a goûté à la thune des gros studios et que il s'est un peu embourgeoisé, Sam Raimi. Et lui et son équipe aussi, puisque là, le chef opérateur, c'est Bill Popp. Bill Popp, c'est un super chef opérateur qui a bossé sur Matrix, Spider-Man 2, pour citer les plus connus, les Edgar Wright, donc Scott Pilgrim aussi, niveau photographie, ça défonce, le dernier pas avant la fin du monde, et au Covid, Bill Popp, il a chuté.
Il a goûté à Marvel et il a fait cette grosse merde de Shang-Chi, qui est le film le plus gris du monde. Alors que ça se passe dans une sorte de Chine fantaisiste antique de ouf, il y a des dragons et tout. Si vous aimez les parpaings et le ciment, c'est votre film. Vraiment, vraiment c'est gris. Et après, il va commettre l'erreur d'aller faire le chef-op sur Ant-Man 3. Ant-Man 3 aussi, qui se passe dans le Quantumverse, qui est un lieu hyper fantaisiste. On a aussi la filmographie de Parpaing, post-Covid, qui a infecté le monde entier du blockbusters, et depuis il fait que ça, malheureusement. Et Sam Raimi aussi, quand même, depuis un moment, il a goûté à Marvel, il fait des plus gros films et tout. C'est pas le même Sam Raimi. C'est plus un yes man, avec des fois des réflexes d'une époque révolue, je pense. Ça se voit dans les 2-3 plans un peu cool de Sun Help, comme quand on fait ce gros plan abusé sur le bouton, sur la lèvre, tu vois, ou un ou deux panoramiques, ou en effet une scène qui du coup pour moi est symptomatique de ce qui se passe, où la femme morte de Dylan O'Brien revient un peu en Deadite faire un jumpscare. Je l'ai trouvé gênant ce jumpscare. Elle pop derrière en CGI moche en mode oh bouh, et il y a un zoom numérique dégueulasse sur un visage numérique abîmé. Et moi j'étais en mode oh là, bah non, ça marche pas, c'est moche, c'est mal cadré, c'est mal filmé, c'est mal éclairé. Tout dépend qui regarde ce truc là en fait, parce que bien sûr. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure, parce que moi dans la salle, tout le monde a sursauté sauf moi. Donc après, tu vois, les gens qui le rapportent, ça dépend réellement de ton affect avec Sam Raimi et tout ça. C'est possible que ce film, parce que pour le coup, il fait l'unanimité, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il va l'avoir, il marche très bien. Il y a pas de souci, et tant mieux, parce que ça reste un film original, c'est pas un remake, c'est pas un préquel, c'est pas un Marvel de merde, c'est pas un Blumhouse et tout, c'est un film d'horreur original R-rated en 2026. Et oui, ça fait plaisir, mais ça n'empêche pas que j'étais en droit d'attendre plus de Sam Raimi sur le grand retour, quoi. Alors qu'au final, j'ai plus vu Sam Raimi Old School sur son épisode réalisé dans Ash vs Evil Dead il y a quelques années. Il revient pour le pilote et là tu le revois à l'ancienne parce qu'il y a Bruce Campbell et parce que comme par hasard en effet il peut rejouer avec les décors parce que les décors existent vraiment. T'as des volets qui se ferment sans arrêt, t'as du vent, t'as des éclairs, t'as Bruce Campbell qui saute partout parce que c'est physique et ce qui manque et c'est réel en fait. Et ce qui manque à Sun Help, c'est ça, c'est des vrais décors dans lesquels les acteurs peuvent évoluer parce qu'en fait ce film c'est un champ contre champ entre Rachel McAdams et Dylan O'Brien 3/4 du temps sur un bout de sable sur des fonds verts. Et du coup, tout fait fake, tout fait lisse, et heureusement qu'ils sont excellents, ces comédiens, et qui portent l'intégralité du film. Là-dessus, il n'y a rien à dire, ils sont géniaux, et donnez-leur des awards, s'il vous plaît. Mais du coup, Sam Raimi, il peut pas faire ce qu'il est fait. Il est fait pour quelque chose, il peut pas le faire. Oui, bah de toute façon, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est trop dommage. Parce que le contexte du film, le film il se passe pas dans une maison, tu vois, genre. Ouais, j'entends, mais libre. C'est un exemple si tu veux. Et il y a déjà fait des films à l'air libre qui sont géniaux, mais parce qu'il y a des vrais décors aussi, il y a une vraie physicalité, il y a un vrai truc. Je pense à Darkman. Darkman, c'est excellent. Si vous voulez voir un film de super-héros un peu différent, foncez voir ça. Et là, je me suis retrouvé face à vraiment le film de la flemme tourné sur fond. Le film de la flemme, c'est violent. Et je trouve ça un peu dommage. Je suis dur, mais c'est peut-être le seul petit un peu vieux déçu qui a aussi. réussi à faire J'ai un film aimé, qui va plaire à des petits jeunes, tu vois. Enfin, tu sais, dans tous ces réals qui arrivent plus à faire des films. Mais ça veut rien dire. Non, et moi, je m'en fous des petits jeunes. J'ai aimé. Ils vont faire quoi? La génération Testy Krusty, ils vont se faire foutre. Moi, je m'en fous. Je veux mon Sam Raimi. Moi, c'est bon. Rendez-moi mon Bruce Campbell. Est-ce que tu t'es posé la question, Romain, de est-ce que Sam Raimi il a envie de faire du Sam Raimi? Peut-être qu'il en a pas rien à foutre. Peut-être qu'il est en train d'évoluer. Il veut tenter d'autres choses. Il a envie de faire des trucs différents, tu vois. Alors pourquoi faire des références à tous les anciens films? Il a envie. Bah c'est le petit clin d'œil qui va bien pour moi, mais c'est de la gratuité, mais c'est juste c'est pour les vieux cons comme toi, Romain, qui vont le chercher, tu vois. C'est vrai. C'est justement aussi pour ça que la fin, moi, me déçoit, mais m'attriste un petit peu. Parce que si on part du principe que le personnage principal de Sun Help, c'est une espèce de métaphore à peine cachée, enfin une espèce de double de Sam Raimi sur sa condition de réalisateur, si on pense à la fin du film, ça part pas vraiment dans le bon sens, quoi. Enfin, c'est un peu triste. Enfin, j'espère que je me trompe, hein, très clairement. T'as fait fuir Mylène. Fuir Mylène, voilà. Au revoir. Je suis toujours là. Ouais, c'est un peu j'ai vendu mon cul, quoi, à la fin. Ouais, si et surtout que cette fin sort de nulle part. Et en fait, moi, je me suis dit, ah, ça y est, c'est la fin. C'est-à-dire que, déjà, pendant 2 heures, on te fait croire que Rachel McAdams, elle veut rester sur l'île parce que c'est l'endroit parfait pour elle. Et en effet, sur cette île, elle rayonne.
Et tout d'un coup, alors que la situation se règle, paf, elle est de retour à la terre ferme, bien avec sa richesse, ses nouvelles conditions et tout. Alors que rien ne laissait présager ça, justement, tu vois. J'étais en mode, mais pourquoi c'est rushé d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Le lieu final introduit à la Moi, au fin. début, j'ai cru que c'était dans sa tête. J'ai cru qu'elle se tapait un délire. Moi aussi, j'ai cru au délire. Ouais. J'ai cru au délire aussi. Et j'ai cru qu'il y avait un twist encore final avant le dernier plan. Puis en fait, non, t'as un fondu au noir. Et bon, bah, au revoir, quoi. Mais C'est le super dernier dommage. plan, c'est un plan où elle regarde la caméra, donc pour moi, c'est potentiellement pas la réalité. Mais Ouais, mais ça fait un aussi, c'est la regard flemme, ferme, quoi. tu vois. Je pars du principe que c'est la vraie fin. Mais tout ça pour ça, quoi. Alors que c'est bien. C'est très bien. C'est super bien joué. C'est drôle. En effet, c'est un peu crado. Mais c'est sage, en effet. C'est le mot, c'est sage. Pour quelqu'un qui est censé quand même avoir un peu plus sous le capot. Même sur ces films moins horrifiques. Je pense à Spider-Man, tu vois. Il y a toujours de quoi manger dans ces films, techniquement. Même en termes d'écriture. Bah là, ça va pas loin, quoi. Je sais pas si... Moi, je suis persuadé que ça va être un des films préférés des personnes Ouais. qui ne connaissent pas Sam Raimi ou qui vont découvrir Sam Raimi avec ce film-là, tu vois. Ouais. Des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude du cinéma d'horreur et qui vont se le manger dans la tronche et qui vont être là à dire oh putain, ok, je connais toutes les références en fait qui sont citées dans le film, enfin tous les trucs genre à la dérive, enfin ce genre de film où un couple se retrouve sur une île déserte, mais là en mode vénère et là où nous en fait on peut trouver les séquences gore ou avec des fluides corporels là qui sortent par hectolitre, un petit peu timide par rapport à ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, eux vont trouver ça complètement dingue, quoi. Donc je suis vraiment très curieux de retour des gens parce que je pense qu'ils vont être très différents selon si oui ou non ils connaissent déjà le réalisateur. Et je rajoute que c'est totalement leur droit et qu'on fait un peu les vieux cons avec Mathieu parce qu'on attendait, je pense, Bien autre sûr. chose. Et c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Et le film, il est quand même très très cool. Mais voilà, je dis juste que je trouve que Sam Raimi c'est un peu trop assagi et qu'il a un peu la flemme. Mais ça reste tout de même jouissif. Mais par contre, tu vois, typiquement, j'y suis allée avec ma coloc qui avait rattrapé les Evil Dead il y a très peu de temps. Et en fait, c'était trop mignon parce qu'elle était hyper contente de retrouver un peu des trucs de Sam Raimi, justement, dans sa mise en scène. Et des fois, elle me disait « Oh, c'est ça, c'est ça !» Donc, je me suis dit, quand même, il y a même, tu vois... Enfin, il y a quand même un aspect un petit peu geek, tu vois, que tu peux retrouver, même si le film n'est pas totalement du Sam Raimi à l'ancienne, qui est assez agréable. Et moi, je finirais sur un point. Peut-être que finalement, le seul vrai gros bémol de scène Help, c'est finalement qu'il ait choisi un agresseur sexuel pour faire sa musique, quoi. C'est tout. C'est peut-être juste ça. C'est Quoi Danny Elfman. Ah oui, Danny Elfman, oui, Danny Elfman à la musique. Daniel, putain. Il a des bails Il a au des cul. bails au Il cul, a plein Danny Elfman d'accusations, oui. Oui, il a des bails au cul, ouais. quel enfer. Je savais pas, tu m'apprends ça en live. C'est cadeau. Ouais, Ça va je sais aller, les pas. gars, ça va aller. Bah en vrai, Putain, tu fais chier, Mylène. et elle s'en va. Elle s'est barrée, voilà. Et elle s'en va, voilà. Vas-y, j'ai pété mon crâne. Faut que je fasse réparer mon PC. Je suis là. Je conclurai quand même en disant que malgré mon petit côté rageur, c'est pas le Sam Raimi que je veux, etc. Je rajoute que ça a quand même du bien de voir en 2026 un film d'horreur qui a des idées de réalisation, quand même, qui a des petites idées de cadrage, de réalisation et tout. Dans un monde de Blumhouse, de Damien Léon et de films affreusement plats, voir au moins des séquences où le réal s'amuse avec la caméra à droite à gauche, ça fait quand même un peu plaisir. C'est plat, mais ça fait du bien. En effet, là-dessus, je concède ça, largement. Voilà. Pour pas passer pour un gros rageux. Oui. Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même un Sam Raimi mineur, c'est quand même C'est ça. au-dessus de 3/4 des films d'horreur qui sortent. Oui, c'est ça. C'est que là, même s'il a pas fait tous les efforts du monde, sa copie reste plus que bonne. C'est ça. Voilà. Et qu'il y a toujours des choses à manger dedans, et qu'on sera toujours évidemment là au prochain, et qu'il n'y a pas de souci, quoi. On va se quitter avec le tunnel de Lily, qui nous envoie par télépathie de son repère bizarre rempli de films de Fred Olen Ray et de choses bizarres d'aérobic. Voilà. Elle aussi, elle a des portraits de Bruce Campbell sur ses murs. Ouais. Elle a Comme aussi, en effet, oui. elle s'est fait acheter par le film très facilement. Par une Voilà, photo dans le flou du film. C'est parti pour Lily. Salut, c'est Lily. Je n'ai pas pu venir aujourd'hui parce que mon avion s'est crashé et que je me retrouve malencontreusement sur une île déserte en compagnie de mon cher patron que j'ai attaché à un cocotier. Alors non,
Tout ceci est faux, déjà parce que je suis au chômage et que donc je n'ai pas de patron. Et la vérité, comme ma voix le laisse trahir, c'est que j'ai chopé une méga crève des familles accompagnée d'une otite. Ne léchez pas la barre du RER, les enfants, c'est dangereux. Mais je préférais mourir que de ne pas assouvir l'un de mes kinks. Et je préférerais mourir que de ne pas vous parler du dernier film de Sam Raimi, qui est le réalisateur et l'instigateur de ma franchise préférée, Evil Dead. Et je ne veux pas entendre mes chers camarades dire qu'il revient en petite forme ou que le film est en dessous de leurs espérances. Sachez que je les aime du plus profond de mon cœur, mais je pense que ces gens refusent d'être heureux, en fait. Je ne pense pas pour autant que Send Help soit un grand film dans la carrière de Sam Raimi, mais je me suis vraiment amusée devant ce film parce que Sam Raimi nous fait du Sam Raimi. Il se marre et on se marre avec lui, et je crois qu'il ne s'était pas autant marré sur un projet de cinéma de genre depuis Crime Wave en 1985. Du coup, oui, moi j'ai beaucoup aimé Send Help, j'ai adoré retrouver ce Sam Raimi très pop culture, très slapstick, avec ses personnages très caricaturaux, que ce soit cette comptable survivaliste, que ce patron richou, fils de riche insupportable, qui sont à la limite des persos de comic books, du cartoon, qui sont des référentiels de Raimi, qu'on peut encore observer dans des films plus récents et évidemment dans son Doctor Strange, mais qu'il avait un petit peu oublié de mélanger à un genre plus horrifique depuis Crime Wave. Et ça, à ma grande tristesse, parce que même si j'aime beaucoup de films de Sam Raimi, comme Drag Me to Hell ou son western Mort ou Vif, moi, mon petit cœur, il s'est mis véritablement à battre quand j'ai vu les 3 premiers Evil Dead. C'est cette couche d'humour un peu slapstick, un peu beauf, mélangée à des effets horrifiques, gore, fun, créatifs, et à une mise en scène nerveuse, un montage parfaitement cuté, qui a véritablement construit mon amour pour l'œuvre de Sam Raimi. Et on retrouve tout ça dans Send Help, si ce n'est qu'on a perdu en nervosité. Bon, déjà, le monsieur vieillit et surtout maintenant, il prend le temps de poser des cadres plus léchés, d'installer une ambiance aussi parce que les budgets et les technologies ont évolué. Et cela dit, je veux bien reconnaître que le film est un peu longué sur sa fin. Mais je ne peux pas nier que j'ai aimé retrouver ce Rémi-là, un peu impertinent, un peu provocateur, qui arrive à te faire rire avec une scène de chasse au sanglier, avec un rythme, un découpage, un décalage entre ce que la petite comptable est capable de faire et son patron bien propré qui se prend des giclées de sang plein la gueule. C'est gore, c'est répugnant, mais c'est hilarant. C'est ça Sam Raimi à mes yeux. D'autant plus que, malgré le fait que le crash d'avion soit en CGI pas très heureux, et encore ça, je crois que c'est pour rendre la scène cartoonesque parce qu'elle est quand même très gore, et malgré le fait qu'on ait un petit peu de CGI, on va quand même miser pour la suite du film sur des effets pratiques. Et là, j'adore les acteurs s'en prendre, mais plein la tronche pendant 1h40, tout comme mon petit Bruce Campbell en son temps. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous repéré son caméo, il est discret, mais Bruce est là. Et je suis d'autant plus contente que ça définit Send Help comme un Raimi dans la pure tradition Raimi. Et j'aimerais d'ailleurs préciser à tous ceux qui pensent que Send Help est un repompé de Triangle of Sadness, déjà que le scénario de Send Help était écrit depuis 2019 et que Sam Raimi n'a pas attendu Ruben Östlund pour s'amuser avec des projections de vomi ou de sang, ni même pour faire triompher les prolétaires un peu frics, parce que c'est déjà le cas de Ash dans Evil Dead, simple magasinier un peu beauf qui se retrouve à combattre les forces du mal. Alors, sur la question de qui était là en premier, je pense qu'il suffit de réviser ces classiques, les enfants. Sur ce, je retourne boire des hectolitres de Fervex et je vous retrouve très bientôt en pleine forme pour le prochain épisode de Jumpscare. Je vous fais des gros bisous depuis mon cocotier. À toutes! Voilà, c'était Lily. On n'a pas écouté le message encore quand on enregistre le podcast, donc on espère que c'est pas catastrophique. Si ça se trouve, le message, c'est juste Lily qui dit Sorceress 2, Sorceress 2, Sorceress 2. Hein. C'est totalement possible, on peut se faire troller la connaissant. Le fait dans un rituel de manifestation, là. On a fait le tour, ça a un peu plus à chaud pour cet épisode-là. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. On avait dit qu'on fait un épisode toutes les 2 semaines, mais là il y a un épisode bonus qui sort la semaine prochaine sur Iron Lung, encore une adaptation de jeu vidéo qui vient de sortir, qui fait un peu le buzz et qu'on a été invité par MK2 pour l'avoir un peu en avance, donc on les remercie au passage et on va du coup en parler parce que le film est un film indépendant qui tabasse le box-office, d'ailleurs qui a tenu tête à Send Help au box-office américain.
et qui a fait d'ailleurs rager les studios, puisque Iron Lung est un film tourné avec 3 millions et est autoproduit par un youtubeur. Et le film est actuellement à 40 millions au box-office mondial, donc ça fait quand même... C'est le film avec 11. Markiplier, c'est ça? C'est le film de Markiplier, voilà, exactement, qui a tout pété au box-office et qui du coup a provoqué un peu la rage de certains studios qui l'ont retiré des listes de box-office. Alors qu'il était devant Send Help. Ça m'a fait mourir de rire, tu vois. Là, on peut carrément interroger le système, tu vois, des studios. Est-ce que c'est pas on n'est pas en train de rentrer dans une nouvelle ère, etc. Bref, on reparlera de ça la semaine prochaine, du coup. On va se laisser là, à moins que vous ayez un peu d'actu. Est-ce que vous avez de l'actu, les Lyonnais? Ben, nous, on est en train de finir la programmation d'Envouement avec Amélie. Ça sera du 5 au 10 mai et on a très très hâte parce que ça s'annonce super chouette. Voilà. Envouement, festival dédié au found footage à Lyon. On y sera, ça va être une édition légendaire, on peut pas dire pourquoi, on peut pas dire qui vient, on peut pas dire ce qui sera diffusé, on peut juste dire que ça va être le feu, et qu'en effet, faudra y être. Clairement. Il y aura des purs films et des purs invités. Et nous, évidemment, quand même, disons-le. Mathieu, pas d'actualité ? Non, seule actualité, c'est que je suis devant mon ordinateur et j'écris mes scripts pour mes prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout. Hein. Il m'a dit l'autre jour qu'il écrivait une vidéo et je lui ai dit genre c'est pour quand ? Il m'a dit c'est pour octobre-novembre. Donc soyez patients. Soyez très patients. Non, il y aura autre chose en attendant. En gros, j'écris 4 scripts en même temps. Il y en a un qui est un petit peu plus long que les autres, mais voilà, il y aura des choses avant novembre quand même. Dario, ton actualité ? Ben moi aujourd'hui j'ai tourné un bonus avec Romain. Voilà. Ah oui, on va faire la transition. Je comptais pas l'annoncer maintenant, mais bon, du coup, vas-y. On va Enfin, il est déjà annoncé sur les réseaux, mais l'éditeur Factoris Films édite en France, en Blu-ray, le found footage japonais culte de Koji Shiraishi, Noroi The Curse, qui est un très gros morceau du genre. Koji Shiraishi est un autre très gros morceau, puisque ce réalisateur est totalement fou. Il a commencé sa carrière en 97 avec un found footage et il continue encore aujourd'hui à faire des found footage. C'est-à-dire qu'il en a fait plus d'une 50aine sur une filmographie de quasiment 100 films, on en reçoit 5 par an, etc. J'ai l'impression que je passe ma vie à voir du Koji Shiraishi. Voilà, le running gag, c'est que le festival Envouement reçoit tous les ans un film de Koji Shiraishi parce que c'est comme ça. C'est le rituel. L'éditeur m'a contacté pour faire un bonus dessus, pour parler du found footage japonais, du documentaire japonais, qui est un genre très vaste, très grand et très peu connu en France. Donc, on a filmé ça avec Dario, et on l'a filmé en VHS, évidemment. Il y a peut-être des voix de gens que vous connaissez bien aussi dans ce bonus, qui vont enregistrer leur piste juste après ce podcast, j'espère. J'espère aussi. C'est ça, c'est un mini... En fait, c'est un faux documentaire. C'est un found footage, quasiment, en fait. C'est monté comme un documentaire sur un journaliste qui faisait ce bonus et qui a disparu, donc moi, voilà. Et évidemment, on parle de tout le genre et de pas mal de films japonais très cool. Et aussi... Du coup, filmé par Dario et sa super caméra VHS. C'est de la vraie, hein. C'est de la vraie HI8. Donc l'image est dégueulasse. Ceux qui ont acheté un Blu-ray vont être très heureux d'avoir une image crado sur leur écran, mais c'est fait exprès, soyez indulgents. C'est dégueulasse, mais c'est fait exprès. J'adore. Ouais, c'est de l'art. C'est conceptuel, c'est high concept. Au moment où je vous parle, l'éditeur n'a pas vu le bonus, donc il y a un monde où il va me dire va te faire foutre. C'est pas grave, mais on le passera en mouvement. On le passera. Et à côté, j'ai aussi eu la chance de m'entretenir ce matin même avec Koji Shiraishi, voilà, le réalisateur du film, pour une longue interview d'1h30 qui revient sur sa carrière, Noroi The Curse, le found footage japonais. Tout ça, c'est chouette que ça sorte en France, et surtout que si ça se vend bien, il y aura d'autres found footage japonais de Koji Shiraishi qui sortent en France. Voilà. Ce serait bien, parce que c'est quasiment inédit en France. On avait juste eu un film il y a 10 ans en sortie confidentielle, grotesque, et là on a Noroi enfin, donc ce serait cool. Surtout qu'il a fait des bangers. Et c'est mon premier bonus. Et il a fait des très bons films, il a fait des très très bons films. Oh mais oui, c'est vrai, c'est ton premier bonus. Oh, c'est mignon. Bah oui. Et oui, et ça se voit parce que j'ai le front un peu luisant. C'est vrai, c'est ton premier bonus. Quel bâtard. C'est bon, moi tout le monde dit que je parle trop vite. Bah oui, bah excusez-moi d'avoir une élocution qui va vite, c'est bon. Faire un bonus, c'est difficile, c'est très difficile. T'as un prompteur et du coup c'est dur. C'est soit tu l'as fait à la Christophe Lemaire, c'est-à-dire que tu es assis, tu n'as pas de fiche, tu n'as pas de prompteur, tu y vas en mode à la one again. Et ça, du coup c'est réaliste et c'est un débit vocal classique.
mais tu risques d'oublier des choses, et tu risques de vite te retrouver perdu, alors que là, Mylène elle parle de sujets hyper spécifiques dans ses bonus, donc le slasher, la période creuse du slasher, t'as pas le droit d'oublier des informations, donc il te faut un prompteur, il faut des textes et tout, et Dario est témoin que c'était un peu mon cas cet après-midi, parce qu'il a beaucoup joué avec le prompteur, Dario, malheureusement. Mais... C'était dans Whiplash, là, comment il s'appelle, J.K. Simmons. Romain, il faisait des gestes de la main pour me dire de remonter le prompteur plus haut, comme J.K. Simmons quand il dit Not Quite My Tempo. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être Miles Teller. C'est ça, et du coup on a refait plein de pistes, et là j'ai 1 heure de rush à dérusher, alors que l'éditeur m'a dit « Oh, le bonus, faut qu'il fasse 20 bonnes minutes ». Et moi j'étais en mode « I feel you ». Oula, et en fait quand je fais la séquence d'introduction avec Dario et qui me dit « Là t'as enregistré pendant 17 minutes », et je suis en mode Ah putain. Voilà, donc ça va être sympa, mais on s'amuse bien. Le lien pour ce Blu-ray sera dans la description, à côté des Blu-ray aussi C'est Dr Rictus pour toi, Mylène? Moi, mon dernier, c'est Week-end de terreur chez Rimini. Dr Rictus, c'était l'avant-dernier. Week-end de terreur chez Rimini. Toi, t'en as fait plein. Moi, c'est le premier. Lee en a fait un. Du coup, les prochains, normalement, c'est Amélie, Mathieu et Dario, qui auront leur bonus, on espère. Donnez-leur des bonus aux éditeurs. On sait que vous nous écoutez en plus. Voilà. Et puis voilà, on va se dire à la semaine prochaine, du coup, pour Iron Lung. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter, Instagram et Blue Sky. 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager le podcast, vous connaissez la musique. Et puis on va se dire à la semaine prochaine. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous.